Thank you very much for the invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Et ce dont j'aimerais parler, ce sont des changements que nous avons connus en Écosse. Et donc, au sein d'un pays où il y a un petit secteur privé, donc un petit secteur en ce qui concerne l'éducation spécialisée. Et en général, les jeunes fréquentent l'école du coin. Donc, nous avons un certain respect pour les enseignants. Nous leur faisons confiance et nous nous focalisons sur les élèves. Nous essayons d'être de plus en plus inclusifs dans notre système. Mais maintenant, j'étudie les changements dans le cursus, le changement en ce qui concerne leur environnement d'apprentissage, les soutiens et aussi les façons dont on peut améliorer les compétences. Lorsque j'ai écouté des discussions des derniers jours, je suis très claire en ce qui concerne les défis que vous avez en France, mais ce qui m'est pas clair, ce sont des forces du système français en ce qui concerne l'éducation inclusive. Est-ce que vous pouvez prendre une minute et travailler avec votre partenaire et partager donc des forces et des faiblesses donc de votre système en ce qui concerne donc l'éducation inclusive? Donc, une discussion avec votre voisin. Am I connected? No, you speak very well. You speak very good French. No. Very good accent, huh? You have very... you are not yes. Ready? Celui-ci. Excusez-moi, Diane Cabois, donc vice-présidente de la Fédération française des 10, dont on a pas mal parlé, les dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques et autres, et parents moi-même. Donc je vais parler d'une faiblesse, excusez-moi de ne pas être tout de suite positif pour commencer, mais je pense qu'une des difficultés qu'on a, c'est la coopération des enseignants avec, chez nous, l'éducation spéciale, c'est-à-dire le secteur médico-social et tous les professionnels qui interviennent auprès des enfants et des acteurs et autres. Et on est sur des communautés qui, en France, n'arrivent pas vraiment à communiquer aujourd'hui, puisque il est très difficile pour un enseignant d'entendre ce que va lui dire une orthophoniste sur les besoins de l'enfant, et dans l'autre sens aussi. Chacun est un petit peu de son côté, et c'est vrai pour tous les acteurs, donc famille y compris. How is this a strength? Et comment est-ce que ça constitue un point de force? Dans quelle mesure c'est une force? Alors, c'est une force, c'est qu'on en est déjà conscient. Donc aujourd'hui, non mais c'est vrai, aujourd'hui, on est conscient qu'il faut travailler sur cette coopération et qu'on est très en retard sur le sujet. Bonjour, je suis en fait parent d'enfants 10 aussi, 10 moi-même, dyspraxique essentiellement. Et en fait, le positif, c'est qu'on a tous les éléments en place. Le négatif, c'est que c'est rarement appliqué en entier sur le terrain. Voilà. I was just wanting strengths. Je voulais donc parler uniquement des points de force, donc parce que le matériel, c'est-à-dire les supports en réunion, par exemple pour le suivi de l'élève, on se réunit donc dans l'école. Ça, c'est voilà, tout est en place maintenant. Il faut agir, vraiment. Donc, c'est bien pour moi de savoir qu'il y a des forces sur lesquelles nous pouvons construire quelque chose et améliorer le système encore mieux. Donc, en Écosse, on parle de qui vous êtes. Voilà, vous avez une image concernant l'évaluation. Et en Écosse, il y a plusieurs façons d'évaluer les compétences d'un jeune. Nous avons
Nous avons un système qui est soutenu par des examens numériques, donc on peut utiliser la technologie. En Suisse, vous avez parlé donc de cette transition de l'égalité vers l'équité, donc un grand changement. Mais on ne peut pas traiter tout le monde de la même façon. Il faudrait vraiment regarder les résultats qui font progresser les personnes. Alors, si on tient compte de ceux qui ont les plus de besoins, et si on arrive à mettre en place un système pour eux, donc le système sera bon pour tout le monde. Donc, il faudrait vraiment donc tenir compte de l'apprenant dans l'environnement d'apprentissage. C'est pas simplement déblayer la neige pour celui qui est dans le fauteuil roulant. Donc, la question c'est est-ce que nous pouvons vraiment concevoir un système qui tient compte des besoins de tous, et comme ça nous allons pouvoir minimiser les problèmes et faire des interventions positives. Donc, je suis désolée pour ce schéma. En fait, il s'agit donc d'une course pour l'excellence et ça tient sur une page. Donc, ça montre la complexité de course. Mais ce qu'il faudrait regarder, c'est que l'apprenant se trouve vraiment au centre de tout ce schéma, tout ce qui se passe au niveau de l'apprentissage. L'apprenant est vraiment au centre. Nous avons changé donc la nature donc des résultats. Donc c'est pas simplement d'apprendre et réussir. C'est pas ça qui est important. C'est d'être un citoyen responsable, d'être un contributeur efficace et d'être un individu aussi qui a confiance. Donc il y a vraiment une définition beaucoup plus large de ce que c'est l'apprentissage au sein du cursus. Donc il y a beaucoup d'éléments clés, mais on a mis vraiment l'apprenant au centre et ça c'est ce qui est le plus important. Nous avons aussi la capacité d'améliorer les résultats pour l'apprenant. Ici, nous avons une définition beaucoup plus large de ce que tous les acteurs de l'éducation, ce dont ils doivent être responsables, l'alphabétisme, le calcul, le bien-être, et aussi le droit des jeunes de s'attendre à ce que l'environnement d'apprentissage puisse les aider à développer leur confiance pour qu'il y ait un bien-être social, spirituel. Donc, ça va les aider à prendre les décisions dans l'avenir. Donc, encore une fois, l'environnement d'apprentissage est beaucoup plus grand. Ce n'est pas simplement ce que l'école peut offrir en termes de diplôme, de qualification. Donc, et voilà, je continue avec cette idée. L'environnement de l'apprentissage doit aussi reconnaître la diversité et comprendre que tout le monde est vraiment responsable. Il faut mettre en question toute forme de discrimination. Donc les jeunes ont une certaine responsabilité les uns envers les autres. Il faudrait les soutenir en quelque sorte, travailler ensemble et vraiment mettre en question toute forme de discrimination. Ce qui concerne les points pratiques, donc et maintenant ça fait 10 ans, donc un travail de 10 ans sur notre Curriculum for Excellence. C'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais il y a des points très clairs. En 2014, nous avons tenu un référendum pour justement décider du futur de l'Écosse, est-ce qu'il fallait être indépendant ou pas, et nous avons aussi étendu le vote à des personnes de 16 et 17 ans. Et encore, il y a des jeunes qui sont désœuvrés, qui traînent dans les rues, qui consomment des drogues, qui jouent sur des consoles d'ordinateur. Mais c'était pas le cas pour le référendum. Les jeunes de 16 ans et 17 ans ont bien participé dans le processus. Ils ont donné leur voix. Donc, ils ont bien participé dans ce processus. Et j'aimerais bien penser que les écoles et l'engagement des jeunes concernant l'apprentissage a fait une bonne contribution, peu importe le vote qu'ils ont fait. Donc, nous avons aussi changé d'autres définitions. Donc, tout ça concerne les besoins de soutien. Mais on n'utilise plus et on n'emploie plus ces mots. Donc, on parle d'additional support for learning, donc des besoins de soutien supplémentaires. Donc, vous devez avoir ces soutiens si vous devez tirer un bénéfice de l'école.
parce que bien sûr, il y aura des obstacles sur le chemin. Vous allez rencontrer des obstacles d'apprentissage. Donc, même l'enseignement, ça peut créer certaines barrières. Donc, le cursus n'est peut-être pas adapté à l'enfant. On pourrait aussi avoir de mauvaises relations, rapports à l'école. Donc, par exemple, vous pouvez être victime d'intimidation, des circonstances familiales, la santé, les déficiences aussi, des facteurs sociaux et émotionnels peuvent aussi créer des barrières à l'apprentissage. Donc, il faudrait vraiment tenir compte de tous ces facteurs. Nous avons aussi une autre approche universelle qui est adoptée. C'est une autre façon de progresser. C'est une approche, et donc il faudrait vraiment adopter la bonne approche pour chaque enfant. Chaque enfant, donc, a une personne désignée. Chaque enfant dispose d'un plan. Donc, pour voir comment cet enfant doit être soutenu pendant l'école et donc, il faudrait avoir des résultats qui mènent à la santé. Il faudrait que l'enfant soit respecté, actif, responsable et inclus. Et ça s'applique à tous les enfants. Donc, une des façons, quelque chose qui nous différencie, c'est que donc, on avait mis en place la politique, les pratiques, et cela pendant 5 ou 6 ans. Et ensuite, nous avons promulgué de la législation pour que ça devienne une loi. Et donc, nous avons d'abord expérimenté cela à l'école. Nous avons regardé les résultats. Ensuite, nous avons promulgué la législation pour donner plus de voix aux enfants, pour qu'ils aient plus de droits. Et voilà le soutien, le support qu'ils peuvent avoir au sein de notre programme Curriculum for Excellence. Donc, il s'agit donc d'une offre universelle pour tout le monde. Et si vous avez des besoins en matière de soutien, donc vous allez recevoir cet soutien. Donc, ce document mentionne vos droits à ce soutien. Donc, et éventuellement un soutien supplémentaire si vous en avez besoin. Donc, le support universel, le soutien universel. Donc, on va passer en revue votre apprentissage. On va dialoguer avec vous. On va parler de vos résultats. Et lorsqu'on parle de l'évaluation, les jeunes ne savent pas très souvent ce qu'il faudrait faire pour progresser, comment avancer, surtout pour des écoles secondaires. Nous avons trouvé que les enseignants donc se perçoivent comme donnant des informations de retour sur les jeunes, mais les jeunes ne sont pas d'accord avec cela. Et il y avait aussi l'idée comme quoi donc ces informations de retour sont trop générales. Mais donc les jeunes veulent quelqu'un qui discute avec eux, qui engage avec eux pour leur parler de ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Donc avoir un apprentissage qui réponde à leurs besoins. Donc il faudra avoir des tâches différentes selon les besoins des enfants. Et toute cette éducation devrait donner des opportunités, pas simplement de passer des tests, des examens, mais vraiment d'avoir des bons résultats au sein de l'école, en dehors de l'école. Et tout cela devrait être tenu compte dans cette approche personnalisée. Donc, il faudrait se préparer pour les changements. Nous savons que le changement, la transition, entre les cours, entre les classes, ce sont des petits changements, mais il y a des grands changements aussi. Donc, une fois qu'on passe de l'école au monde de l'emploi. Et pour fournir le soutien, il faudrait travailler avec les parents, avec les partenaires pour faire en sorte que pour que tout le monde puisse partager les informations et que tout le monde ait la même perception des enfants. Et c'est ce que nous faisons pour justement fournir un soutien personnel pour les jeunes. Nous avons donc des chiffres qui sont semblables à d'autres pays. Donc, comme je vous ai dit, nous avons un secteur spécialisé de 2%. Nous sommes un petit pays, 5 millions de personnes.
Donc, 140 000 ont été identifiés comme ayant besoin donc, de soutien spécial. Donc, mais ce chiffre est en croissance en plus. Donc, je peux partager et être très franc avec vous. Au cours des 5 dernières années, donc, le chiffre a augmenté de 50%, c'est-à-dire les enfants qui ont été identifiés comme ayant des besoins spécifiques et spécialisés. Donc, on n'a pas augmenté le financement, cependant, de 50%. Nous avons eu des difficultés financières très graves. Nous avons des coupes budgétaires partout. Donc, il n'y a pas eu de financement supplémentaire, alors que nous avons de plus en plus de besoins qui sont handicapés. Donc, il ne faudrait pas réduire les ressources, mais vraiment, ça a été une difficulté pour nous. Voilà un graphique semblable à d'autres pays. Donc, ce sont des différentes déficiences. Donc, on aimerait donc passer vers un modèle social, mais il faudrait tenir compte d'une certaine fierté quand les jeunes. Donc, il y a les groupes qui souffrent du syndrome d'Asperger. Donc, il faudrait reconnaître les différences. Et donc, mais parfois, ces enfants réussissent aussi. Donc, ces enfants font partie de nos communautés très diversifiées. Et c'est ce que nous avons vu chez les sourds, donc les enfants sourds. Beaucoup de chiffres sur ce transparent, mais ces chiffres nous montrent que les résultats pour ceux qui sont handicapés, ces résultats s'améliorent d'année en année. Donc, ces enfants améliorent leurs résultats. Donc, il y a aussi des grands écarts par rapport à la moyenne nationale. Et on sait qu'il y a beaucoup plus de travail à faire pour améliorer ces résultats et pour fermer cette fossé, cet écart entre les élèves. Mais en Écosse, ce qui est important, c'est pas l'école que vous fréquentez, c'est qui vous êtes. Donc, la diversité, être donc fille ou garçon, normalement, c'est des filles qui ont des meilleurs résultats. Donc, l'ethnicité aussi, c'est aussi un facteur dont il faut tenir compte. Des enfants qui viennent donc de cultures différentes, donc ils ont de meilleurs résultats par rapport aux autres enfants. Si vous fréquentez une école rurale, vous avez des meilleurs résultats aussi. Aussi, des écoles dans les zones défavorisées. Donc, ont de mauvais résultats. Donc, si vous êtes une jeune, un garçon, et vous venez d'un milieu défavorisé, donc vous allez avoir de très mauvais résultats. Donc, il faut travailler justement sur ces résultats-là. Un autre facteur dont il faudrait tenir compte, voilà les tranches d'âge des élèves qui fréquentent des écoles spécialisées. Et il y a quelque chose qui se passe entre l'âge de 9 ans et 15 ans. Et qui fait en sorte que ces enfants sont placés dans des écoles spécialisées. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, 9 ans à 15 ans. Et je me demande si c'est un problème de l'adolescence, par exemple. Donc l'OCDE a aussi étudié nos écoles. Ils ont étudié donc l'inclusion sociale, donc l'éducation pour des personnes qui viennent de notre culture, et aussi ils ont évalué les écoles rurales. Donc cette évaluation externe a été très positive. Mais en Écosse, nous continuons donc de faire en sorte que ces écoles s'auto-évaluent. On s'appuie sur les données. Moi, j'aime bien des données. Mais aussi, il faudrait avoir l'opinion des personnes, donc les opinions des parents, les jeunes eux-mêmes, et aussi des partenaires avec lesquels nous travaillons. Il faudrait aussi observer l'apprentissage dans nos écoles.
Nous avons des enseignants donc qui observent donc la classe et qui ensuite en parlent dans des petits groupes. Donc les jeunes sont aussi impliqués dans ces discussions à propos de l'enseignement. Donc ça nous aide à améliorer notre système. Ça nous permet donc aussi de s'auto-évaluer, de voir qui nous sommes et de voir nos résultats. Donc, l'opinion des personnes, les observations, tout ça, c'est important. Il ne faut pas avoir des illusions sur les résultats. Nous avons maintenant de nouveaux indicateurs de qualité et nous essayons d'assurer donc le bien-être, la qualité, l'inclusion. Et si nos écoles appliquent tout ça, donc on peut évaluer la qualité de notre éducation inclusive. Est-ce qu'on peut continuer à changer notre cursus? Est-ce qu'on peut personnaliser l'apprentissage? Est-ce qu'on peut intégrer les familles aussi? Donc, est-ce qu'on peut donc améliorer encore les résultats, introduire des changements positifs pour les écoles écossaises? Parce que donc, si on regarde ce que fait la Commission européenne, donc il y a plusieurs priorités. Et le domaine de priorité numéro 2 concerne justement l'éducation inclusive. Donc, concernant les attentats en mars de l'année dernière, donc une éducation inclusive peut prévenir donc l'exclusion. Et l'Agence européenne dispose donc d'une vision à propos de l'éducation inclusive. Donc, tous les enfants devraient avoir le droit d'une éducation de bonne qualité, donc dans une communauté à côté de leurs amis et leurs pères. Merci.